Et cet invité, avec lequel nous allons parler bien entendu de la guerre en Ukraine, c'est l'ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN, le général Olivier de Bavinchov. Monsieur, merci d'être là avec nous en plateau ce matin. Est-ce que ce qui s'est passé à Moscou, selon vous, est important ou pas? En l'occurrence, 2 drones ukrainiens de type Beaver, les Castors, ont réussi à tirer sur 2 bâtiments, dont un du ministère de la Défense et un autre qui semble être le siège social de la filiale russe de Leroy Merlin à Moscou. Il n'y a pas eu de victimes, il y a eu des dégâts matériels minimes et les 2 drones ont été abattus. Alors c'est assez rare ce genre de truc. La dernière fois qu'il y a eu des drones ukrainiens sur Moscou, c'était au mois de mai. Donc c'était il y a 2 mois. Est-ce que c'est important dans le contexte de la guerre en Ukraine ou c'est anecdotique? Merci de cette question sur les drones à Moscou. Non, bien sûr, c'est important. C'est important parce que c'est un symbole. C'est un symbole de l'esprit de résistance. Et la volonté de montrer que cette résistance ne se liquéfie pas, ne se réduit pas au fil du temps, mais qu'au contraire, la volonté de résister est toujours aussi forte. Sur les effets proprement dits, sur le cours de la guerre, les effets sont minimes, totalement mineur et très peu important. Mais ce qui est important, c'est l'esprit de résistance et montrer qu'à chaque fois que les attaques seront portées par la Russie sur les territoires ukrainiens, en l'occurrence c'est Odessa qui aujourd'hui est plus visée qu'une autre région d'Ukraine, eh bien l'Ukraine, à ce moment-là, à chaque fois, avec les moyens qui sont à sa disposition, procédera à des tirs de représailles. Là, en l'occurrence, il me semble que des bâtiments administratifs importants militaires à vocation militaire étaient visés, ils n'ont pas été atteints. Toutes les attaques ne réussissent pas et ça fait partie de la guerre. Mais c'est l'esprit de résistance qui, à mon avis, manifeste le plus cette attaque de cette nuit. Pardonnez-moi, général de Bavinchov, mais je veux bien comprendre. Quand les Ukrainiens envoient des drones sur Moscou, qui font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire ils font des dégâts, puis ensuite sont abattus. Ça veut dire qu'il y a des postes de DCA, de défense antiaérienne, sur les toits des bâtiments officiels à Moscou actuellement. Ils ont bien été tirés par des canons, ces drones. Je crois qu'on ne peut pas faire procès aux Russes de ne pas avoir appris. Les Russes n'imaginaient pas la résistance en Ukraine telle qu'elle s'est manifestée depuis le 24 février. Non. Preuve en est que l'offensive se déroulait à partir de Biélorussie au nord, c'est l'offensive majeure, l'axe d'effort majeur. Et ensuite, ils ont bien vu qu'il y a un certain nombre d'attaques qui ont été documentées sur le territoire de la Fédération de Russie et qui ont obligé à prendre des mesures de précaution, des mesures de sûreté, à déployer des systèmes de défense antiaériens de telle sorte qu'ils puissent se protéger. Et en l'occurrence, la défense de cette nuit me semble, pour Moscou, avoir été efficace. Quand vous parliez de contre-attaque des Ukrainiens à chaque fois que les Russes cibleront quelque chose sur le territoire ukrainien, en l'occurrence vous parliez d'Odessa, la cathédrale donc a été lourdement endommagée. Est-ce qu'il vous semble, au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours ou ces dernières semaines, que les Russes très délibérément ciblent des objectifs civils en Ukraine? Est-ce que c'est documenté suffisamment? Est-ce que c'est acté? Est-ce que c'est confirmé? Alors, je pense qu'il faut distinguer ce qui relève d'une volonté de terroriser la population, oui, qui a été avérée et documentée dans un certain nombre de cas. On se souvient tous de Boutcha, bien sûr. On se souvient tous des massacres, on se souvient tous de Mariupol, la destruction de cette ville martyre, la maternité, le théâtre de Mariupol, où étaient également des enfants et des familles. On se souvient également de ces images terribles de l'offensive dans le Donbass, au fond, et de Bakhmut, évidemment, qui est une ville totalement détruite, une petite ville, mais une ville entièrement détruite. Et donc là, c'est une volonté de terreur. Pour Odessa, je serais plus circonspect sur la volonté absolue de toucher la cathédrale d'Odessa, comme cela a été dit. Peut-être que c'est le cas, ça ne me semble pas si évident que ça. Peut-être que c'est une erreur de tir, ou en tous les cas, un degré de précision des missiles qui est insuffisant au regard du riche patrimoine architectural et culturel de la ville d'Odessa. Je ne sais pas si on peut, à chaque fois, il faut toujours faire très attention dans ce genre d'opérations et d'opérations d'influence, de contre-influence, et d'essayer à chaque fois d'habiller avec un verbatim qui corresponde à l'idéologie qui est sous-tendue par l'un ou l'autre camp. Dire que systématiquement les Russes veulent s'en prendre à la population civile
ou que systématiquement les Ukrainiens ne s'en prennent qu'à des objectifs militaires, me semble un peu réducteur. Dans le cas présent, par exemple, sur l'affaire de la cathédrale d'Odessa, les missiles qui l'ont touché ont été tirés de bateaux en mer Noire, a priori. Oui. Nous sommes d'accord? Donc ce sont des armes qui sont tirées de quelle est leur portée? Ils ont tiré 20, 30 km, 40 km? Ah non, c'est des armes qui ont été tirées à bien plus grande distance. Ah oui. Les missiles qui équipent les sous-marins de la mer Noire comme les bateaux de surface de la mer Noire sont des missiles qui ont des portées supérieures à plusieurs centaines de kilomètres, avec un degré de précision qui est très élevé. Oui, mais peut-être pas suffisamment pour assurer qu'il visait la cathédrale. C'est pour ça que je suis un peu prudent sur la volonté, affichée ou pas, de toucher la cathédrale, qui ne me semble pas véritablement l'objectif recherché. Ce qui me semble recherché à Odessa, c'est véritablement l'accompagnement de cette campagne pour empêcher le grain et le blé d'Ukraine de sortir et montrer que l'ensemble des installations portuaires des 3 ports qui sont à Odessa et autour d'Odessa sont vulnérables, sont sous le coup de tirs à longue portée et ne permettront plus demain d'exporter les millions de tonnes de céréales telles que ça a été pratiqué pendant 1 an. Alors, c'est plus que cohérent ce que vous dites, pardonnez-moi, parce que, en l'occurrence, M. Poutine a dit quelque chose hier qui va complètement dans ce sens-là. Donc, il dit, quand il reçoit Loukachenko, ils discutent tous les deux, et entre autres choses, et il a dit bien d'autres choses, Poutine, on va en parler, il a dit « Nous allons pouvoir, nous, les Russes, compenser le déficit d'exportation des Ukrainiens par la mer et vendre du grain et des céréales à tous ceux qui l'attendent en Afrique et ailleurs. » Donc, c'est peut-être aussi ça l'objectif de la rupture de cet accord d'exportation. C'est peut-être tout simplement une histoire de gros sous. Ils ont peut-être envie juste de vendre leurs céréales à la place des Ukrainiens. Et il dit pouvoir le faire. Oui, il dit pouvoir le faire. Il faudrait demander à un économiste qui... Si tant est que les bateaux ne soient pas coulés, puisque maintenant ils disent tous qu'ils vont couler les bateaux et les cargos en disant que c'est des objectifs militaires. Ah ben, la mer Noire est clairement devenue une zone de belligérance. Ah oui. Elle l'est depuis 18 mois. C'est une zone de belligérance. Elle a fait l'objet de multiples attaques. On se souvient tous du croiseur amiral qui a été coulé en mer Noire, le Moskwa. Ce n'est pas rien de détruire le bateau amiral d'une flotte. Donc on sent bien que la mer Noire est devenue une zone de belligérance. Ce que j'ai trouvé de l'interview du président Poutine avec le président Loukachenko, j'ai trouvé qu'il y avait tout de même, au-delà de ce que vous évoquiez, probablement tout à fait juste. Il y avait un cynisme absolu, parce que derrière ces images de ces 2 dirigeants, de ces 2 autocrates, autoproclamés probablement, nous avons des milliers et des dizaines de milliers de morts qui sont de part et d'autre, à la fois du côté ukrainien, bien sûr, mais surtout du côté russe, et voir ces 2 dirigeants se féliciter d'un certain nombre d'opérations qui se traduisent en fait par une abomination sur le terrain, avec énormément de morts, énormément de blessés, énormément de mutilés à vie, il m'a semblé que la nature du propos et la façon dont il était exprimé représentait quand même un summum en la matière que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Général de Bavinchakov, quand vous parlez de chiffres, vous dites qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Avez-vous vos propres sources qui vous précisent exactement où nous en sommes en termes de bilan? Oui, nous avons des sources qui sont relativement bien documentées, qui au fond concordent entre les sources françaises, bien sûr, les sources britanniques, les sources américaines, et puis ce qui est dit par les belligérants. Est-ce qu'on peut donner ces chiffres-là au point où nous en sommes de cette guerre, plus de 500 jours? Bien sûr, on peut donner ces chiffres-là. Allez-y. Du côté russe, il me semble que nous avons évidemment une fourchette. On est d'accord qu'on n'est pas en train de donner les chiffres à l'unité près, mais on est probablement autour de 60 à 80 000 morts du côté russe, ce qui est quand même absolument considérable. Ce qui n'a strictement rien à voir avec ce que nous avons connu comme conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous avez la mémoire du nombre de Russes tués en Afghanistan? Non. Oh non, moi non plus, je dois vous avouer. J'ai la mémoire du nombre d'Occidentaux qui ont été tués en Afghanistan, d'Occidentaux et de pays de la coalition qui ont été tués en Afghanistan. Mais à titre d'exemple, je le dis parce que nous avons perdu, lorsque j'étais pendant
presque 15 mois en Afghanistan, nous avons perdu 13 soldats français. Oui, je me souviens, dans une embuscade terrible, c'était à ce moment-là. Dans plusieurs actions de combat. Et donc, quand vous rapportez à ces 15 mois qui viennent de s'écouler du côté russe, nous sommes à entre 60 et 80 000 morts. Et les Ukrainiens ? Un peu plus. Un peu plus pour les Ukrainiens. Probablement un peu plus. Donc peut-être pas loin de 100 000. Donc, probablement un peu plus. Ça veut dire que c'est une hémorragie considérable des forces d'un côté comme de l'autre. Dans la prise de parole de Loukachenko et Poutine, il y a eu un moment assez étonnant, c'est que le Biélorusse Loukachenko a commencé par nier déjà la contre-offensive ukrainienne qui a commencé au mois de juin. Il a dit non, il n'y a pas de contre-offensive. Et Poutine, derrière, a dit si, il y a contre-offensive ukrainienne, mais elle a échoué. D'ores et déjà, elle a échoué. Est-ce qu'on peut être si catégorique, même si ça piétine, de toute évidence, il piétine? Je pense que nous sommes dans une phase que, visiblement, ces deux dirigeants n'ont pas compris. Peut-être qu'ils n'ont pas une parfaite compréhension de la façon dont les guerres modernes se déroulent. Là, nous sommes dans une phase qui n'est pas une phase où nous allons assister à des opérations majeures, très importantes sur le terrain. Nous sommes dans une phase où l'Ukraine cherche à désorganiser, à disloquer le dispositif russe en frappant dans la profondeur. D'accord. Y compris la Crimée. Et on l'a vu encore cette nuit d'ailleurs, où un important dépôt de munitions, après celui de la nuit de samedi à dimanche, a de nouveau été atteint. Donc nous avons cette phase-là, et cette phase-là prend du temps. Et pourquoi prend-elle du temps? Et c'est pour ça qu'il y a un décalage dans notre perception, parce que la perception est très importante, entre la façon dont les choses sont annoncées et où nous les attendons, du point de vue du subconscient, et où les choses se déroulent. Pourquoi prend-elle du temps? Pour deux raisons majeures côté ukrainien, qu'il ne faut jamais oublier. La première raison, c'est que les Ukrainiens ne disposent pas de toutes les capacités nécessaires pour mener les opérations. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, par exemple, je vais en citer un exemple pour être extrêmement pratique, concret, ils n'ont pas la capacité à lancer une opération aéroportée ou une opération héliportée, c'est-à-dire à sauter par-dessus les lignes de fortification pour déposer un détachement avancé qui va, dans la profondeur, contribuer à disloquer, à s'attaquer aux cibles très sensibles, et souvent ce que nous appelons des cibles molles, qui sont sur les arrières de la première ligne. Donc, cette capacité à lancer une opération aéroportée, ils n'ont pas les avions, héliportés, ils n'ont pas les hélicoptères, et donc ils ne peuvent pas sauter cette ligne de fortification qui est devant eux. Et la deuxième, qui est un peu liée à la première, c'est que dans les capacités qui sont les leurs, ils ont des capacités mesurées. On parle tous depuis très longtemps du manque de munitions, c'est vrai. Les munitions sont chichement comptées, parce que les capacités de fabrication sont ce qu'elles sont, et elles vont augmenter, mais elles augmentent. C'est compliqué de remettre en place des outils industriels. Il n'y a que les Américains qui peuvent en fournir en grosse quantité, et encore. Les Américains, les Européens vont s'y mettre, ont commencé à s'y mettre. Tout ça va produire des effets. Ces effets vont se faire sentir et les choses vont évoluer. Mais ils ont des capacités limitées. Ils ont un nombre de lanceurs qui est relativement limité dans les capacités décisives qui sont à leur disposition, ne serait-ce que les lanceurs HIMARS, les canons César, etc., pour citer ceux qui sont les plus connus, mais il y a bien d'autres capacités. Et donc, pour ces deux raisons, les choses vont plus lentement que s'ils disposaient de l'ensemble de la panoplie. Ils n'ont pas toute la panoplie pour s'affranchir de cette défense fortifiée qui est face à eux. Et dans les panoplies qui sont la panoplie qui est à leur disposition, ils ont un nombre relativement réduit. Et donc, ils sont obligés de s'en prendre objectif après objectif de façon très méthodique. Mais ce qu'on observe, si vous me permettez une seconde, ce qu'on observe, c'est un plan. Et ce plan est extrêmement logique. En France, on a souvent l'habitude de critiquer les plans en disant que dès le premier jour de la guerre, les plus beaux plans sont faits pour être changés, transformés. Ce n'est pas tout à fait mon point de vue. Mon point de vue, c'est que le plan doit se dérouler. Il faut l'adapter, l'ajuster, mais il doit se dérouler. Et là, nous avons, lorsque nous regardons attentivement la façon dont les opérations sont menées, nous avons un plan qui est extrêmement méthodique, qui est mené du côté ukrainien. Que les choses ne se déroulent pas tout à fait comme le chef d'état-major ukrainien, le général Zaloujny, l'avait imaginé, c'est probable. Il est en train d'adapter son plan, mais ce plan se déroule. Et il se déroule dans la profondeur. La profondeur, c'est moins visible que la ligne de contact, mais c'est peut-être bien plus décisif. Alors, vous dites que ce plan est en cours de réalisation. S'il aboutit, si les Ukrainiens le mènent à bout, ce sera dans quel délai ?
Fin août, fin septembre, fin octobre, fin quand? Si j'étais capable de vous répondre, je serais un devin. Parce que vous dites il faut du temps. Il faut du temps, surtout qu'ils n'ont pas tous les moyens idéaux ou idéaux. Alors, avec ce qu'ils ont, là. C'est difficile à dire. Sincèrement, c'est une question on peut avoir des avis très divergents sur le sujet. J'étais très sensible à ce que disait le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, qui est probablement extrêmement averti de ce qui se passe sur le terrain, du fait des systèmes de renseignement qui sont déployés. Il me semble que nous avions imaginé 2 mois, 2 mois de préparation méthodique, et que ce sera probablement un peu plus que 2 mois de préparation méthodique. Donc si on accepte de considérer que les débuts de cette préparation ont démarré dans la première quinzaine de juin, nous serions probablement dans la première quinzaine de septembre. Mais est-ce que ce sera davantage? Est-ce qu'au fond, au terme de cette phase de préparation du terrain et d'amoindrissement des forces russes, le général Zaloujny portera un avis opérationnel en considérant qu'il ne peut pas lancer cette offensive parce qu'il n'a pas réussi à suffisamment traiter en profondeur le dispositif russe, auquel cas il attendra l'arrivée de moyens supplémentaires et nouveaux et supplémentaires, ce qui reporterait l'offensive ukrainienne, cette fois-ci, au printemps 2024. Oui, mais les moyens nouveaux et supplémentaires, entre autres, ce sera les F-16, les avions américains F-16, dont on disait qu'il était impossible de les fournir avant le printemps 2024. Or, avant-hier, les Américains ont dit non. Ils arrivent fin 2023, avec des pilotes formés, donc forcément, c'est pas... ça peut tout changer, même si les Ukrainiens disent « il nous faut 80 F-16 ». Ils les auront pas fin 2023, les 80. Mais ce qu'ils auront en plus peut changer la donne. Il n'y a pas que ça, peut-être. Oui, en fait, oui, bien sûr, ça va changer les choses. Aucun système d'armes en lui-même ne peut changer la donne. Il n'y a pas de système d'armes qui peut changer. Ce qui va changer, c'est la coordination des moyens et la capacité à appliquer des effets, et que ces effets soient mieux coordonnés et plus puissants que ce dont ils disposaient auparavant. Les F-16 vont apporter de nouvelles capacités de frappe dans la profondeur, de frappe de précision, d'accompagnement des forces de premier échelon et de défense antiaérienne. Donc les F-16 sont utiles. Ils sont nécessaires, je dirais nécessaires et utiles. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. C'est tout le reste, c'est cette cohérence d'ensemble qui va permettre de repousser l'agresseur russe jusqu'aux frontières de l'Ukraine. J'ai une dernière question, général de Bavinkov. Alors, c'est pas stricto sensu des histoires d'armement, mais Loukachenko, encore lui, hier a dit que Wagner commençait à le fatiguer sérieusement. Bon, en l'occurrence, le problème est le suivant. Il y a une partie des hommes de Wagner qui se trouvent sur le territoire biélorusse actuellement. Une partie de cette partie souhaite partir en Pologne. Je vois pas très bien comment ce serait possible, dans la mesure où la Pologne fait pas véritablement partie du même groupe ami que la Biélorussie et la Russie. Et Loukachenko, là-dessus, qui dit maintenant, il commence à me taper sérieusement sur le système, tout en disant que c'est lui qui a solutionné le problème entre Prigojine et Poutine. Comment voyez-vous finalement cette affaire Wagner se terminer ou ne pas se terminer ? Sachant qu'ils sont toujours présents en Afrique et qu'ils vont sans doute y rester, mais là-bas, en Europe. J'ai trouvé en une minute. J'ai trouvé en une minute les propos du président Loukachenko relativement lunaires. C'est vrai que pour un pouvoir extrêmement faible qui a été maintenu grâce à l'aide du grand frère russe à de multiples reprises ces dernières années, faire rentrer un loup dans une bergerie qui est extrêmement faible et qui est extrêmement contesté en interne, et tout de même un sujet d'inquiétude qui transparaissait à l'écran. Et on sent bien que d'avoir rendu cet immense service au président Poutine l'empêche tout de même un tout petit peu de dormir. Et donc on va assister probablement à des suites qui vont être tout à fait passionnantes et fascinantes. Eh bien, écoutez, vous êtes le bienvenu pour venir nous en rendre compte. Merci infiniment. Le général Olivier de Bavinkov, donc ancien chef d'état-major de la Force internationale de l'OTAN sur LCI ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée, monsieur. Merci infiniment.